Il est 18h30, bonsoir tout le monde, nous sommes lundi, c'est une nouvelle semaine qui s'ouvre sur le monde merveilleux de la consommation, avec au programme dont n'est pas des pigeons ce soir, Mickaël. Alors moi je les préfère naturels, vous Sébastien un peu plus artificiel, question de goût, question de prix aussi. Combien ça coûte un bon terrain synthétique? On s'est posé la question à la veille d'un match sur naturel. Caroline. Comment savoir si un restaurant fait vraiment à manger ou pas? Eh bien on vous donne quelques pistes ce soir. Hubert. Le chauffage au bois revient en force, mais attention, il y a bois et bois. Et il y a parfois moyen de bien se faire arnaquer. Et Raphaël. Vous aimez le sport, vous aimez l'extrême et aussi les belles images. Vous voulez aussi que vos amis partagent avec vous ces beaux moments. Eh bien, pourquoi ne pas s'acheter une petite caméra style GoPro? Mais il y a aussi des alternatives pour les iPhones. On verra ça tout à l'heure. La semaine commence bien, la semaine commence fort. Mais avant toute chose, merci. Merci grâce à vous et à votre générosité. Cap 48 a encore battu un record. Oui, non, mais record complètement battu, regardez. Grâce à vous, l'année 2013 est l'année de tous les records. Nous avons atteint la somme de 4 510 821 €. Un tout grand merci. Merci aussi pour votre soutien à notre défi vélo. Les deux équipes ont parcouru plus de 400 km en 10 heures. Qu'importe le vainqueur finalement, mais c'était nous, puisque ce challenge a permis de récolter plus de 28 000 €. Pas trop mal aux jambes aujourd'hui, Caroline? Non, pas aux jambes, un peu plus à la tête. Non, Raphaël et... Non, pas du tout, non, ça va. Et moi c'est pas aux jambes que j'ai mal. Oui. Parce qu'en fait la selle elle n'était pas très confortable. Et donc on a un petit peu de mal et on prend un peu sur les jambes justement pendant toute cette émission. Voilà. Donc du sport encore, bon, on va rester debout, plus populaire ce sport. Mais une vraie partie de plaisir, Sébastien. On est qualifié pour la Coupe du Monde. Quand je dis on, alors rassurez-vous, c'est pas l'équipe italienne, l'équipe des Diables Rouges. Et on va assister demain à un match qui sera finalement sans enjeu, puisqu'on est déjà qualifié. Mais c'est pas plus mal parfois, des matchs sans enjeu, sans stress. Ça va aller, Hubert, demain votre petit cœur, pas comme la semaine dernière. Ça va bien se passer, voilà. Alors la rencontre, elle va se dérouler au stade Roi-Baudouin. Le foot, c'est pas votre truc, c'est important de vous le dire. Eh bien, ne zappez pas, restez, parce ce qui nous intéresse ce soir, c'est pas ce qui se passe sur le terrain, c'est le terrain lui-même. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des terrains synthétiques? Oui. Oui. Ça dit quelque chose, oui. Oui, ça dit quelque chose. Mais regardez, un terrain synthétique, ça ressemble à ça. C'est super beau. Un terrain synthétique. C'est beau, mais on dirait uniforme. du C'est vrai, merde, quoi. Oui, du vrai faux gazon. Mais maintenant, vous allez regarder d'un petit peu plus près à quoi ça ressemble. C'est moche, c'est pas très beau. Mais en même temps, ça doit pas être beau, ça doit juste être pratique. C'est plus pratique qu'un vrai terrain? En même temps, c'est la question qu'on s'est posée. On s'est demandé aussi combien ça coûtait le synthétique, combien ça coûtait le naturel. Regardez ce reportage de Paul-Henri Burian. Qui préfère les terrains naturels? Parce que c'est de la vraie herbe. Parce que moi je suis habitué sur ces terrains-là. Parce que les terrains synthétiques glissent. Qui préfère les terrains synthétiques? Parce qu'on sait mieux courir et la balle est plus facile à rouler. Parce que les ballons roulent plus vite sur les terrains synthétiques. Au Standard Flawin, 200 jeunes s'entraînent chaque semaine sur des terrains naturels. À quelques kilomètres de là, les 300 jeunes du club de l'Arquet s'entraînent eux sur un terrain synthétique. Naturel, synthétique, deux styles de jeu différents, des coûts différents, mais au niveau de la construction des terrains, le travail de base est le même. Ce sont seulement les matériaux qui vont changer. Donc, étant donné que d'un côté, nous avons de la culture du gazon, donc il nous faut une terre de qualité. De l'autre côté, nous sommes sur un gazon artificiel qui, lui, doit être, ne doit pas bouger. Donc, on est sur des couches qui peuvent être compactées beaucoup plus que pour le gazon naturel. Qu'ils soient naturels ou synthétiques, les terrains doivent être drainés. Ça sert à évacuer les eaux excédentaires. Bon, que ce soit dans le sens d'un gazon synthétique ou un gazon naturel. Quand il pleut, les matières utilisées sont percolantes, donc il est en fait certain que toute cette eau qui percole dans le sol ou dans les matières drainantes pour le gazon synthétique doivent être récupérées et évacuées. Coût pour un terrain naturel de base de 80 à 100 000 €. Pour un terrain synthétique, il faut compter de 300 à 400 000 €.
pour préserver au maximum le terrain en herbe et pour pouvoir l'utiliser au maximum, il nous fallait un terrain synthétique. Puisque initialement, notre terrain en herbe, ici le terrain 2 que vous voyez derrière, à partir du mois d'octobre, il y avait presque plus d'herbe dessus. Parce que ça devenait difficile au niveau des entraînements. À partir du moment où on a notre synthétique, tout le monde peut jouer dessus à n'importe quel moment. Pour qu'un terrain dure dans le temps, qu'il soit naturel ou pas, il faut l'entretenir. L'entretien est important au niveau du synthétique et je pense que je dirais que l'entretien est plus ou moins équivalent, à part le fait que l'on ne passe pas un tracteur tondeuse sur le synthétique, mais bien des tapis et des brosses pour effectivement relever les fibres du synthétique. Donc en temps, le coût est le même. Et puis il y a les entretiens faits par des firmes spécialisées qui coûtent environ 2 000 à 3 000 euros par an pour remplir les billes, refaire un peu, remettre à neuf le terrain. Au niveau sportif, bien au-delà du naturel et du synthétique, des arguments des uns et des autres, ce qui compte avant tout, c'est l'état d'esprit. Ils sont motivés, hein. Donc tous les deux avantages, ils ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais on utilise quoi en priorité aujourd'hui? C'est le synthétique qui l'emporte légèrement sur le naturel pour des raisons économiques évidentes, économiques au niveau de l'entretien, même si les pros et les joueurs vous diront qu'ils préfèrent évidemment le naturel. C'est la majorité. On va revenir sur les chiffres qui ont été donnés dans le reportage. Terrain naturel de base, souvenez-vous, 80 à 100 000 euros. Terrain synthétique de base de 300 à 400 000 euros. C'est beaucoup, mais ça reste le prix dans les clubs amateurs. Bah oui, Sébastien, chez les pros, c'est plus cher. Même si vous allez me dire qu'une pelouse, ça reste une pelouse. Bah oui, mais sur la planète football, quand on passe à la première division, ça grimpe et pas qu'un peu. Au Standard, par exemple, prix du terrain pour une pelouse naturelle, 1 100 000 euros. Là-dedans, il y a le terrain et le système de chauffage. Pour le synthétique, 400 000 euros, c'est le prix en général, même pour les amateurs. On arrive à une qualité de synthétique, mais il faut ajouter à ça le chauffage. Et le chauffage, ça avoisine aussi les 350 400 000 euros. Donc on est à des prix super élevés, 800 000 euros environ pour les pros, pour un terrain synthétique. Résultat, ces pelouses, vaut mieux les protéger à ces prix-là. Alors, regardez, vous allez voir des images d'un stade qui s'appelle le Veltins Arena. C'est le club allemand Schalke 04. Eh bien, regardez là-bas, pour exploiter, rentabiliser un maximum le stade et pas abîmer la pelouse, c'est carrément tout le terrain qui glisse et qui sort du stade. La manœuvre dure 4 heures. Alors, on fait ça pour éviter de l'abîmer lorsqu'il y a des concerts, mais aussi, le problème dans les stades de foot, c'est que la pelouse, en général, elle n'est pas illuminée par le soleil, et du moins toute la partie de la pelouse. Ça permet de temps en temps d'aérer cette pelouse et de lui donner tous les rayons du soleil. Le prix, ne me le demandez pas, j'ai pas trouvé le prix du système. Par contre, le prix que je vais vous donner, c'est le prix des systèmes de chauffage. Parce qu'il faut savoir aussi que les pelouses, elles ont besoin de chauffage. La neige, le gel. Et en France, à Nancy, c'est pas très loin de chez nous, on utilise jusqu'à 2000 litres de fuel par jour, Sébastien, à 80 cents. Faites le calcul, ça fait beaucoup d'argent. Mais alors vous dites, ouais, c'est démesuré, bienvenue dans le monde du sport business. En cas d'annulation d'un match, surtout quand le match est télévisé, il y a des amendes. Ça peut aller jusqu'à 250 000 euros pour un club de foot. Donc autant vous dire qu'ils ont intérêt à ce que le match ne soit pas annulé. Alors vous allez me dire, des systèmes électriques, c'est possible aussi? Bah oui, 350 000 euros l'installation, 60 000 euros de note annuelle de consommation électrique. Mais pas de gel à Rio pour la prochaine Coupe du Monde, donc pas besoin de chauffage. On utilisera quoi là-bas? On va utiliser les deux. Entre les goals, on va utiliser du naturel. Vous allez d'ailleurs voir celui du mythique stade Maracana où se déroulera la finale de la prochaine Coupe du Monde. Et bien ce gazon, il a été posé il y a 1 an au moment de la Coupe des Confédérations. Et c'est sur celui-là qu'aura lieu la finale de la prochaine Coupe du Monde. Alors le synthétique, vous allez me dire, je vous ai dit les deux, mais ce sera autour du terrain, derrière les goals, pour justement, il y aura du piétinement important, journalistes, caméramans, photographes. Là, on a décidé de mettre du synthétique et c'est des Français que l'on va voir qui ont dégoté le juteux contrat. Pourquoi juteux? Parce que non, c'est pas ça. Vous allez voir les deux messieurs très fiers qui posent à côté de leur gazon naturel, synthétique, pardon. Ils vont quand même équiper 4 stades brésiliens et donc effectivement, ça va rapporter beaucoup d'argent. Les Français qui décidément ont la cote dans ce domaine, ils sont même à la pointe de la technologie parce que le futur de ces gazons, de ces terrains, ce sera pas le naturel, ce sera pas le synthétique, ce sera même carrément les deux. Ça s'appelle Air Fibre. Et vous allez voir une image, c'est le stade de foot de Troyes en France, toujours en France évidemment, club de 2e division, donc c'est pas encore l'élite. Eh bien, on a installé ce système qui s'appelle Air Fibre.
3 années de recherche, 5 millions d'euros engloutis. Ah bah oui, c'est de la recherche en matière d'agronomie, mécanique des sols, biomécanique. Alors comment ça se fonctionne? Ce sont des fibres de gazon naturelles, mais sur du substrat synthétique. Il va arrêter avec sa petite caméra. Oui, alors voilà, et ça coûte environ 900 000 euros au-delà de la recherche pour l'installation. Alors on va terminer, vous allez me dire, avec une pelouse pareille. Il faut une tondeuse de compétition. Eh ben, je vous ai trouvé la tondeuse de compétition. C'est récent, vous allez voir les images. C'est l'équipe Honda Team Dynamics qui a eu l'idée farfelue d'implanter un moteur de moto Honda sous le capot d'une tondeuse à gazon de la même marque. 109 chevaux, 210 km/h, ce qui en fait la tondeuse la plus rapide du monde. Alors, si vous la mettez sur un terrain à 900 000 euros, ça va faire beaucoup de dégâts. Et le problème, c'est qu'au-delà de 24 km/h, elle ne tombe plus. Donc, elle ne sert pas à grand-chose. Oui, mais c'était pour la beauté du sport. C'était pour la beauté du sport. On va accueillir notre invitée du jour à présent. Marie-Paul Eskenazi est fondatrice et directrice de la SBL Tourisme Autrement, une SBL qui vise à réfléchir au tourisme et aux dégâts qu'il entraîne dans les pays hôtes. Bonsoir, bienvenue, asseyez-vous, installez-vous. Alors pour vous, le mot-clé c'est tourisme durable. C'est quoi le tourisme durable? Alors c'est un tourisme, d'abord c'est un tourisme joyeux. Il ne faut pas croire qu'on se prend la tête parce qu'on parle du durable. Le tourisme reste toujours quelque chose d'agréable. C'est un tourisme qui doit être socialement... excusez-moi, mais votre machin qui tourne là, ça, je ne suis pas habituée. Vous avez mal commencé en vous asseyant sur ce fauteuil. Mais quels sont les principes? Les principes, qui est socialement équitable, économiquement viable et qui est écologiquement tolérable. Alors des exemples de tourisme durable? Alors, par exemple, vous pouvez très bien, restons en Belgique, vous allez simplement dans un endroit aussi agréable que tous les sites naturels, dans les parcs naturels, et vous pouvez très bien être respectueux à la fois de l'environnement, être respectueux des populations qui sont là, les populations des lieux, et avoir un contact positif avec ces populations. Prendre le temps aussi, ce sont deux termes importants, le respect des populations et mais il n'y a plus de respect aujourd'hui en monde de tourisme? Et vous savez, très souvent, non. Il y a un manque de respect de la part à la fois des organisateurs, de ceux qui offrent, qui font des offres en matière de tourisme. Et il y a aussi, malgré tout, un manque de respect souvent de la part du touriste lui-même. Eh bien, restez avec nous. Vous allez poursuivre la conversation dans quelques minutes avec Marc Ochinski qui nous rejoindra après la pause avec une poignée de questions supplémentaires. Dans la seconde partie d'On n'est pas des pigeons, on se posera une question, mais une bonne. Les restaurants qui parlent de faits maison, cuisinent-ils réellement leurs plats? Pour le savoir, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire les poubelles. On est allé voir, résultat étonnant, on en parle après la pause avec Caroline. Bientôt l'hiver, si, bientôt l'hiver. L'heure déjà peut-être de penser à rentrer du bois. Mais comment ne pas se faire rouler? Comment vérifier la qualité du bois proposé et quel volume faut-il mettre de côté? Encore plein de questions, mais ce sera Hubert, tiens, pour cette fois qui s'y collera. On fait une pause, on revient juste après. Ne bougez pas et surtout ne soyez pas dupes, c'est de la pub. On n'est pas des pigeons, le retour avec le face-à-face. Ce soir, Marc Ochinski reçoit Marie-Paul Eskenazi, fondatrice, directrice de la SBL Tourisme Autrement. Elle a 3 minutes pour nous convaincre que le tourisme durable, une manière de faire du tourisme autrement, c'est pas qu'un truc de bobo finalement. Bonne chance. Pour reprendre les vers immortels du poète, vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super. Sauf que les vacances, ce n'est pas très politiquement correct. Le touriste amène avec lui mendicité et prostitution, et l'avion, c'est bien connu, ça pollue. Heureusement, voici le tourisme durable qui va permettre un développement harmonieux des pays visités. Marie-Paul Eskenazi, bonsoir. Bonsoir. Alors, le tourisme durable, est-ce la panacée ou juste un gadget pour se donner bonne conscience? C'est ce qu'on va voir. Vous êtes prête? Tout à fait. Ça démarre maintenant. J'ai repéré quelques activités de tourisme durable. Au Bénin, vous pourrez apprendre à lancer un filet de pêche ou à planter des palétuviers. Au Kenya, sensibiliser la population à la protection des ânes. C'est gentil, mais enfin, si je pars en vacances, c'est plutôt pour me reposer et pour faire la crêpe à la piscine. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez du moment que vous avez un comportement responsable, c'est-à-dire à la fois respectueux des hommes, de leur représentation symbolique et de leur environnement. Et si vous avez envie d'apprendre un certain nombre de techniques qui sont des techniques de ces populations, apprendre à pêcher comme eux, apprendre la gastronomie comme ils la pratiquent,
pourquoi pas? C'est une manière de découvrir l'autre, de prendre le temps de la découverte. C'est pas une manière un peu de se punir parce qu'on part à l'étranger en vacances? Non, pas du tout. Pourquoi se punir? Tout le monde a envie de voyager, de découvrir l'autre. Pas forcément envie Eh bien, si vous avez envie de faire la crêpe, vous pouvez la faire de manière responsable. Par exemple, en ne vous recouvrant pas tout le temps d'une crème solaire qui va détruire l'environnement, qui va notamment détruire les bancs de coraux, par exemple. Vous savez que c'est quelque chose qu'on a découvert et qui est intéressant. C'est pas bon pour les coraux? Oui, absolument. C'est ça qui détruit le plus. Eh bien, d'abord, vous vous protégez, vous ne mettez pas au soleil au moment où le soleil est le plus fort, et non, vous adoptez vous-même un comportement responsable. Vous n'attendez pas des autres que les autres soient responsables. Alors, lors d'un question à la une sur le sujet, on voyait quelqu'un au Maroc qui offrait de tels touristes équitables. Il était payé 1 centime d'euro par tasse. Bref, le tourisme... C'était pas équitable. Ben non, justement. Or, c'était des vacances soi-disant équitables. Mais ça veut dire que c'est une arnaque. Vous connaissez ça? Ben oui, c'est votre mission, donc vous il y a devez des le arnaques dans le dénoncer. tourisme équitable aussi? Non, pas des arnaques dans le tourisme équitable. Il y a des personnes, des opérateurs qui se disent en tourisme équitable et qui ne le sont pas. Donc c'est au consommateur à investiguer, à poser des questions, à être un touriste responsable. C'est ce que vous faites. Attendez, c'est un boulot fou, alors on part plus en vacances. Mais non, c'est pas un boulot fou. Pourquoi? Vous demandez aux consommateurs de poser des questions dans les autres domaines, pourquoi pas dans celui du tourisme? Alors, un des objectifs du tourisme équitable est de préserver les populations locales du choc des cultures. Ce que les uns présentent comme le choc des cultures, les autres présentent au contraire comme une ouverture à la culture du visiteur. Mais vous savez, le choc des cultures, c'est par exemple de quelqu'un qui part dans un pays très très lointain sans jamais s'être renseigné sur les traditions dans ce pays et qui va donc être en rupture complète avec les traditions, avec l'habillement, avec le respect d'un certain nombre d'attitudes. Et donc, effectivement, il y aura un choc à la fois pour le pays, pour la population haute et pour le visiteur. Donc, simplement un petit peu de préparation, un petit peu d'intérêt pour ce qu'on va découvrir. Le tourisme durable, on peut le faire en Belgique puisqu'il y a les greeters. Les greeters sont des guides bénévoles qui accompagnent des visiteurs. Vous voulez vraiment mettre tous les guides professionnels au chômage ou quoi? Pas du tout. D'ailleurs, la charte des guides, si vous êtes renseigné, la charte que nous avons élaborée pour les greeters, nous l'avons élaborée avec les guides professionnels et en mettant en évidence qu'être greeter, c'est autre chose. C'est une rencontre. Mais concrètement, les gens ne vont plus faire appel au guide professionnel. Mais pas du tout. Au contraire. On va débriefer. Marc, vous avez compris, hein? Oui. Respecter le choc des cultures au niveau de l'habillement, déjà. La chemise à éviter quand vous allez en vacances. Rejoignez votre place, madame. Hubert, une réflexion, une réaction, un commentaire? Non, une réaction de bon sens. Madame a tout à fait raison dans son combat. Moi, je suis désolé, on voit des touristes qui se comportent d'une façon odieuse, qui claquent du fric et qui sont servis dans des pays par des personnes qui ont des salaires de misère. Moi, je trouve ça écœurant. Donc, c'est bien de nous sensibiliser à ça. Caroline? Vous parlez d'une charte pour les guides. Est-ce qu'il y a une charte pour le voyageur en tant que tel? Alors, il y a différentes chartes, mais je parlais de la charte des greeters. Donc, ce sont ces bénévoles, cette population qui accueille bénévolement des touristes. Et cette charte-là, nous l'avons mise au point avec les guides professionnels pour bien montrer que nous n'étions pas en concurrence. Donc, lorsque, par exemple, quelqu'un vient faire appel à un greeter, donc un habitant, qui bénévolement se met à la disposition pendant quelques heures pour une rencontre, et s'il demande de faire une visite guidée dans un musée, on le renvoie vers un guide professionnel. Boire de la bière locale dans un pays, c'est déjà un bon pas pour C'est un bon pas. C'est bien. Et les vacances durables, finalement, si ça pouvait... Moi, je veux bien que ça... Oui, voilà. Eskenazi, merci d'avoir joué le jeu. À bientôt. Merci, peut-être. au revoir. Et bon appétit si vous passez à table en ce moment. Alors, pour ceux qui allaient se rendre au restaurant, attendez un petit peu. Attendez. Installez-vous. On a un truc à dire. Caroline. Mais oui, on va parler des restaurants qui font vraiment à manger sur place. Et on voulait commencer par vous remercier, vous qui nous regardez, parce que vous êtes fantastiques. Vous partagez avec nous vos questions, vos coups de gueule, vos découvertes. Et justement, l'un de vous nous a fait découvrir un site qui s'appelle restaurantquifont-à-manger.be, qui est la déclinaison d'un site français. Voilà, c'est plutôt bien. En général, interpellant quand même. voilà. C'est interpellant. Pourquoi? Parce que ce site, il propose de répertorier les restaurants qui font vraiment à manger, parce qu'on constate qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de restaurateurs qui sont accablés par des charges en tout genre et qui donc sont tentés par les plats industriels et tout ce qu'on peut imaginer dans ce domaine-là. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà fait la réflexion en arrivant dans un restaurant que
il y avait des trucs un peu bizarres et que peut-être on ne faisait pas à manger. Est-ce que ça vous est arrivé? Moi, j'ai rebaptisé un restaurant un jour l'ouvre-boîte. Voilà, parce que ça ressemblait vraiment à ça. Généralement, quand on est servi en 5-10 minutes, c'est pas normal. Quoi. Non, effectivement. En général, il y a des signes qui ne trompent pas et on va y revenir tout à l'heure. En attendant, nous, on s'est demandé, tiens, pourquoi les gens qui ont créé ce site ont décidé de le mettre au point? Quelle était leur motivation première? On va regarder ce reportage d'Olivier Badard et on se retrouve juste après. Ce site est un best saveur, un endroit du net qui sent la bonne cuisine et où on déniche les adresses des restaurants qui font vraiment à manger, où l'on passe donc du temps au fourneau. Le site est l'œuvre d'un couple français qui prône la transparence absolue auprès des restaurateurs. On cherche à savoir s'ils utilisent des produits chimiques, des additifs, des conservateurs, etc., des inhibiteurs de goût. On lui demande aussi s'il veut bien nous fournir la liste de ses fournisseurs. Pour, voilà, tout un ensemble déjà d'informations qui permet déjà d'en savoir beaucoup sur le restaurant. En septembre dernier, le site proposait sa déclinaison belge. En choisissant une région puis une ville, on peut déjà trouver des restos qui affichent 98% de faits maison et qui ne cachent pas que leurs gambas sont avec les glaces les seuls produits surgelés qui seront servis dans l'assiette. Après, il y a quelque chose de très important qu'on demande aux restaurateurs, c'est d'adhérer à notre charte de la transparence et de l'afficher donc dans sa salle. Et il y a un point très important dans cette charte de la transparence, c'est qu'elle autorise le client qui le demanderait à aller visiter les cuisines. C'est le moment de tester la transparence d'un des premiers restaurants repris dans l'annuaire belge. Ici, pas de porte entre la salle et la cuisine, aucun problème non plus pour se faire ouvrir le congélateur. Et voici les gambas surgelés annoncés sur le site, tout le reste n'est que du cuisiné maison. Ce restaurateur prend vraiment plaisir chaque jour à faire sa soupe ou ses galettes de pommes de terre. Toute la carte est cuisinée à l'instant et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas forcément plus cher. Le prix d'un aliment non préparé est nettement moins onéreux qu'un produit qui est déjà à moitié fini. Tout ce qui est mise en place au niveau préparation, je fais pas mal moi-même. Donc fatalement, je ne paye pas mes heures. Donc voilà, ça me permet de ne pas avoir de coûts excessifs sur les marchandises. Et au contraire, moi je remarque qu'à préparer moi-même, ça me coûte meilleur marché que si je le ferais acheter du tout près. Dans les restaurants qui cuisinent, certains signes ne trompent pas. Il faut apprendre à les repérer. Un restaurant de taille modeste, qui a relativement peu de tables, qui pratique des prix qui ne sont pas des prix d'étoilés Michelin et qui propose une 50aine de plats sur sa carte, automatiquement la méfiance devrait être de rigueur parce que évidemment, comment voulez-vous qu'il n'aura probablement pas les finances pour avoir un personnel suffisant pour pouvoir faire tout ça. Le client doit aussi s'éduquer au vrai manger. Cuisiner prend du temps, il faut donc se l'offrir. Lorsque les serveurs vous annoncent 20 à 25 minutes de préparation, il ne faudra pas s'étonner et presser les choses, mais bien prendre le temps mis à disposition pour préparer ses papilles à la plus délicate des évasions gustatives. Et ça donne faim. Oui. C'est atroce, ça donne faim. Un petit bémol quand même, je ne sais pas si vous avez bien regardé les images du site. Il est beau. On se croirait un petit peu 15 ans en arrière, quoi. Donc je pense qu'il faudrait quand même quelque chose d'un petit peu plus convivial pour donner envie aux restaurateurs aussi d'aller s'y inscrire et qu'ils y voient un plus aussi pour eux. Voilà. En tout cas, ce débat sur les produits surgelés, il fait vraiment, débat là, il fait rage en France depuis quelque temps parce qu'on s'est rendu compte que même dans des grands restaurants, on retrouvait, vous avez certainement vu ces émissions d'investigation, des plats tout faits dans les poubelles. Alors le surgelé en tant que tel, c'est pas un problème. On comprend qu'on puisse acheter des gambas. On en parlait par exemple dans le reportage. S'il y a encore un travail artisanal derrière. Maintenant, il faut dire aussi que si les restaurateurs sont aussi fort tentés par les produits industriels, c'est parce qu'ils font des trucs superbes. Des petites garnitures magnifiques. Voilà, ils travaillent la présentation, le goût. Et donc, on comprend qu'il puisse y avoir une certaine tentation de ce côté-là. En tout cas. Il y a des trucs pour repérer les restos qui vous servent du plat industriel. Alors, quelques petits trucs quand même. Déjà, quand il n'y a pas une odeur de cuisine, voilà, c'est super bon signe. Qu'il y a trop de plats à la carte.
hein, on en parlait dans le reportage. Quand le service est extrêmement rapide, hein, ça pue aussi un petit peu. Des petites garnitures, je le disais, un petit peu trop impeccables et standardisées. De même, s'il y a une personne en cuisine et qu'on voit qu'on sert 150 repas en 10 minutes, ce ne sont pas des très bons signes, donc il faut y être un petit peu attentif. Alors je vous le disais, un débat qui fait rage en France, il y a même une proposition de loi qui a été déposée le 27 juin dernier, qui vise donc à introduire une loi à la consommation pour imposer ce fait maison sur les plats qui le sont vraiment. Parce qu'il y a un petit chiffre quand même qui fait peur, sur environ 150 000 restaurants en France, on parle de 75% qui ne font appel qu'à des produits industriels, donc voilà, Bien ça sûr, effraie un ça petit calme, peu. oui, ça calme. Alors finalement, cette loi, elle n'a pas été votée, malheureusement. Alors on dit que les contrôles sont trop difficiles à effectuer dans tous les restaurants de France. On dit aussi qu'il y a des restaurateurs qui mixent produits frais et produits industriels. Donc à partir de quel moment on peut savoir si c'est vraiment du fait maison ou pas? Mais certains voient surtout dans le fait que cette loi n'a pas été votée l'espèce d'accord qu'il y aurait entre parlementaires et les gros lobbies industriels. Donc chez nous... ça n'existe pas, Hubert. Ça n'existe pas. Le lobby, c'est quoi ce mot? Est-ce que chez nous, ce genre de débat fait aussi rage sur les plats industriels on dans en les restos? parle. La fédération de l'ORECAM dit que chez nous, il y a encore vraiment un artisanat qui est en vogue, mais vous nous connaissez. On va plus ne va loin. pas croire ce qu'on nous dit. On va les regarder? On fait les poubelles? On fait les poubelles. On fait les poubelles, c'est parti. C'est reparti. C'est parti. Allez. Le premier restaurant ciblé se trouve à Oui. Un rapide coup d'œil sur la carte pour voir ce que l'on risque de trouver dans les déchets de cuisine et nous embarquons à un seul sac poubelle qui en vaut deux tellement il est lourd. Cap ensuite sur Nivelles où nous devrons attendre la nuit pour repérer et embarquer 3 poubelles fraîchement déposées. Dernière étape, Namur où le choix ne manquera pas. Nous jetons notre dévolu sur 3 poubelles logées dans un conteneur. Rendez-vous est pris en salle d'autopsie du CHR de Namur. C'est vrai, un sale boulot nous attend. Mais pour nos téléspectateurs, nous ne reculons devant rien. On vous avait bien promis de mettre notre nez vraiment partout. En voilà la preuve. L'autopsie des déchets du restaurant réputé a débuté. L'inspection des dates de péremption est plutôt rassurante. Par contre, les produits achetés sont tous issus de marques premier prix. Avec un menu à 30 €, on pouvait s'attendre à plus de préparation maison avec des produits de meilleure qualité. Autre bémol, ces cuisses de grenouilles congelées d'Indonésie, un pays controversé pour la production de ce mets. Le restaurant jette aussi beaucoup de nourriture cuite ou préparée, comme ces morceaux de dindonneau. C'est le moment de disséquer le sac du restaurant étoilé. On y trouve ici beaucoup plus de produits frais. Légumes et agrumes, c'en est presque un plaisir de fouiller ses entrailles. Ici, aucun gaspillage et des produits de marque supérieure. Seule critique, vaisselle cassée, bouteilles et additions qui se retrouvent dans les poubelles. Ce couple a déboursé par exemple 282 €. Dernière fouille, les poubelles de la brasserie namuroise. Ici, peu de produits frais et énormément d'emballés produits blancs. La palme revient aux pâtes artisanales industrialisées, pourtant annoncées à 14 € en pâte maison sur la carte. Du meilleur effet avec du boudin en boîte, alors que la brasserie côtoie une boucherie de renom. Enfin, dans le registre des intrus, une bouteille de vin et un poêlon en fin de vie. J'ai envie de dire, c'est étonnant et en même temps pas. En même temps pas. Donc on se dit oui, artisans, mais pas toujours. Et ceci dit, il ne faut pas spécialement leur jeter la pierre parce que le problème de tout ce secteur aujourd'hui, c'est qu'ils se retrouvent accablés de charges sociales et qu'ils nous disent, ben voilà, on a du mal à payer du personnel qualifié ou alors on va devoir facturer des steaks à 60 € et franchement, je ne sais pas quel consommateur. Et puis pour la gestion des stocks, finalement, c'est pas plus mal. Moi, je préfère savoir que je mange un produit congelé mais qui est frais et qui est de qualité plutôt qu'avoir des produits qui sont un petit peu... Ils le disent. Voilà, Voilà, on aimerait bien être tenu au courant. Ceci dit, le secteur attend aujourd'hui une réforme du gouvernement qui pourrait passer, par exemple, et ça leur ferait du bien, par une diminution des charges sociales afin qu'ils puissent continuer d'engager du personnel et qu'ils ne doivent pas faire appel justement à des produits tout faits. On peut peut-être rappeler un petit site si vous avez envie de savoir si près de chez vous, il y a un restaurant qui fait à manger. C'est restaurantquifont-à-manger.be. Mais je le rappelle, le site n'est pas extrêmement convivial. Tous les restaurateurs ne sont pas au courant. Donc voilà, ne vous enflammez pas spécialement si vous ne trouvez pas le restaurant qui est à côté de chez vous. C'est pas parce qu'il n'y est pas qu'il ne fait pas maison. Et bon appétit si vous passez. Vous savez que moi je fais à manger, hein. Je vous dis ça, je vous dis rien. Et alors, vous faites une table d'hôte? Est-ce que vous avez un poêle à bois aussi pour l'hiver? Non, pas encore. Pas encore. Parce que l'hiver arrive bientôt, hein, Hubert.
Et il va peut-être arriver plus vite qu'on ne croit. Et là, il faut prendre les devants parce que c'est le portefeuille qui a mal aussi. Hein. Mais oui, rappelez-vous, enfin non, ne vous rappelez pas, mais quand j'étais jeune, le mazout et le gaz, c'était pratiquement, allez, c'était pour pas grand-chose. Maintenant, mazout et gaz, ça douille. Mais alors, d'autres personnes maintenant cherchent des alternatives avec les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, ou alors certains reviennent au bois ou retrouvent la douce chaleur du charbon ou du bois. Le bois reste bon marché? Oui, quand même. Il reste très compétitif. Regardez, le niveau du prix du bois est le plus bas entre 3,6 et 5,5 cents par kilowattheure. C'est l'unité de chaleur que l'on prend. Le mazout, lui, est à 8,4 cents par kilowattheure, tandis que le gaz, c'est entre 6 et 9,2. Donc le bois reste assez compétitif, très compétitif. En même temps, vous parlez de qualité du bois, mais du bois, ça brûle et ça chauffe, quoi. Oui, ça chauffe, mais attention à l'arnaque, parce que il y a bois et bois. Et puis il y a des marchands honnêtes et des marchands un peu moins honnêtes parfois. Alors, le mazout ou le gaz, c'est toujours du mazout ou gaz. Hein, il va chauffer. Mais la chaleur que va donner le bois va dépendre de sa qualité. Il y a des bois légers et il y a des bois beaucoup plus lourds. Et ça ne donne pas le même rendement. Une explication peut-être? Eh bien oui, c'est très simple. En fait, ce qui brûle dans le bois, ce n'est pas le bois, mais c'est le gaz que cela dégage. En fait, le bois est constitué de cellulose. Quand on approche une source de chaleur, ça va transformer ces molécules, cette cellulose, qui va dégager des gaz inflammables. Et c'est eux qui vont brûler. Regardez, je vais faire l'expérience. Je vais faire l'expérience ici. Voilà une bougie qui brûle. Je vais éteindre la flamme, je vais la rallumer sans toucher la mèche. Voilà. Vous avez vu, j'ai pas touché la mèche. Je peux le refaire encore une fois. Oui, faites-le, refaites. Voilà. Oh, c'est beau. C'est le gaz qui va recommuniquer la flamme à la mèche. Vous avez des exemples de bois Eh bien voilà, j'en ai fait un petit assortiment. Ça, c'est les bois légers, le peuplier, le saule, le tilleul. Ensuite, un bois moyen, le bouleau. Alors, les bons bois, c'est le frêne, le hêtre et le chêne. On parle de qualité? Olivier Corroyen? Oui, mais bien sûr, oui, parce que vous allez voir, le problème, c'est là qu'est l'arnaque. Parce que certains marchands vont vous vendre du bois dit de première qualité en glissant quelques bûches de moins bonne qualité. On regarde le reportage. On y va, c'est parti. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de commander votre bois de chauffage pour l'hiver. Cette année, Véronique a changé de fournisseur. Elle a fait appel à un bûcheron indépendant qui a l'œil. En examinant sa réserve de l'année passée, il pose un constat surprenant. Il est pourri, l'aubier, c'est-à-dire le jeune bois, est pourri. Donc il est pourri, on le voit. Il ne va pas dégager de chaleur par rapport au hêtre ici. Alors, madame s'est fait rouler par son ancien fournisseur? Tout à fait. Ça, c'est flagrant ici. Je ne savais pas que j'allais tomber sur un cas comme celui-ci. Ça, on le voit ici, vraiment. Et il n'y a pas que ça. La précédente livraison sentait vraiment l'arnaque. On s'est aperçu qu'il manquait plus ou moins un demi-mètre mètre cube. Plus ou moins. Donc sur 3 mètres cubes, ça fait quand même beaucoup. En termes d'argent, voilà, des fois, à vouloir faire des économies, finalement, non, on se fait bernier, quoi. Alors, comment éviter l'arnaque? Tout d'abord, reconnaître les essences de bois est un plus. Vous avez ici des bois légers, moins chers, le saule, le peuplier, le tilleul, et des bois durs, plus chers, le frêne, le hêtre et le chêne. Différence, le poids. Nous avons ici un bois très léger, le saule peuplier, et puis du frêne, et une bûche ici de peuplier et de saule pèse 3 kg, et celle-ci pèse 5 kg. Donc il y a déjà 2 kg de différence à la bûche. Ensuite, l'idéal, c'est de reconnaître un bois sec d'un bois humide, qui est moins cher et qui ne peut pas être brûlé immédiatement. Comment? 2 petits trucs de bûcheron. L'écorce du bois sec s'effrite facilement, et le bois sec fait ce bruit. Le bois humide, celui-là. Vous avez mal entendu? Reprenons. Le sec, l'humide. C'est important parce que l'arnaque est là, faire passer un bois pour un autre. La tricherie, c'est le taux d'humidité. Donc, on vous vend un bois léger, rempli d'eau, et on le fait passer en bois lourd, en bois dur. Ça arrive souvent, ça?
ça arrive, oui. Ici, rien de tout ça. On dénonce même les tricheries sur le volume livré. En fait, la dénomination ster ne doit plus être utilisée, c'est la loi. Mais comme on l'emploie encore un peu partout, parlons-en. Un ster de bois, c'est 1 mètre cube de bois coupé en rondins d'1 mètre. Si vous choisissez des rondins de 50 cm, le bois prend moins de place et remplit 8/10 de mètre cube. Pour 33 cm, vous aurez l'impression d'avoir encore moins de bois dans un ster, mais c'est normal. Aujourd'hui, la loi oblige de s'exprimer en mètres cubes apparents, et 1 mètre cube, c'est 1 mètre cube. Mais plus le bois sera coupé petit, plus le mètre cube coûtera cher. Le consommateur doit être conscient que si des bois d'1 mètre sont recoupés en 40, 50 et 30, il y aura plus de travail avec la coupe de 30 cm, mais il aura aussi plus de bois dans ce volume de mètres cubes apparent. Et donc ça coûtera aussi, bien sûr, plus cher. Ça coûtera 30 ou 40% plus cher, donc en prenant des petits bois. Voilà Véronique, un consommateur averti en vaut 2. L'important, c'est la relation de confiance avec son fournisseur. Mais n'oubliez pas, une petite vérification de temps à autre vaut mieux que de n'y voir que du feu. Donc, premier conseil, Hubert, apprenez à reconnaître le bois. Oui, vous avez vu le test là dans le reportage, c'est très facile à faire. Hein, on voit très bien la différence. Caroline, prenez celui-ci, une bûche de même grandeur, prenez celle-là. Ah ouais, elle est plus lourde. Eh bien voilà, ça c'est une bûche de peuplier, très léger, et ça c'est une bûche de chêne. Alors vous savez qu'il y a des bois qui sont tellement lourds qu'ils ne flottent pas. N'importe quoi ça. Ben non, vous croyez que tous les bois flottent. Oui, après, eh bien non, regardez, l'ébène par exemple. Oui. Non, mais vous allez... c'est de l'ébène, c'est un bois très dense. Eh bien je vais le plonger dans l'eau, il ne va pas flotter, il va s'enfoncer dans le fond. D'accord. Voilà. Okay. Donc vous voyez que ces bois sont tellement... Donc ne jamais faire de radeau de sauvetage, de survie avec du bois de Non, et puis ne le brûlez pas non plus dans votre chauffage. Vous n'allez pas brûler votre statuette. Non. Autre conseil, Hubert. Et puis alors aussi le fait, le test d'écouter le son du bois. J'aime le son du bois au fond des bois, vous connaissez ça, non ? Bien sûr. Ça c'est du bois sec. Oui. Et regardez ça, encore une fois, c'est du bois humide. C'est pas le même son. Et en plus, le bois humide, ça n'a rien à voir avec la qualité du bois. Et en même temps, le bois humide va dégager des matières nocives, va mal brûler. Le sapin, par exemple, qui n'est pas bien sec, avec les résineux, ça va vraiment encrasser votre cheminée. Ça, c'est un conseil qu'on peut vous donner. Brûler de sapin, ça fait une grande flamme, mais ça dure pas longtemps, mais qu'il soit bien sec. Alors, on va demander à Mickaël s'il sait reconnaître les différentes essences de bois qu'Hubert nous a ramenées. Le boulot, ça c'est du boulot, ça c'est facile. Ça c'est un peu de mal avec le boulot. Ça, celui-là. Alors ça c'est du peuplier. Non, ça, ça a dû être. Et à côté c'est du chêne. Le dernier, non, le chêne c'était celui-ci. Celui-là c'est du frêne, très beau bois aussi. Moi j'ai pas grandi dans les bois non plus. Voilà. Alors, la Wallonie sait fournir du bois pour sa clientèle pour le moment, mais on importe de plus en plus de bois de l'Est qu'on trouve dans les grandes surfaces. Alors c'est vrai que apparemment c'est du bon bois, mais il est moins contrôlé. Alors essayez de faire vivre vos bûcherons ardennais. L'Ardenne peut encore fournir du bois pour le moment à tout le monde. Et si le sujet vous intéresse, allez au Week-end du bois, ça se passe en forêt ce week-end. Oui, tout à fait. On va vous donner le site leweekenddubois.com. Il y a des tas d'activités dans des tas de villages qui vous diront tout sur la forêt, sur le bois. C'est vraiment très pédagogique, très intéressant. Allez vous promener en forêt. Et ne brûlez jamais des bois. Tiens, une vieille fenêtre, un vieux châssis de fenêtre, c'est du chêne, c'est bon. Mais c'est plein de produits, il y a peut-être... C'est plein de produits, alors ça dégage des matières nocives. Bon, laissez-les en décharge. Merci pour ces bons conseils, Hubert. Vous revenez quand vous voulez. Dans la dernière partie d'On n'est pas des pigeons, on vous expliquera comment transformer son smartphone en caméra GoPro. Tout à fait possible à condition d'avoir quelques accessoires. Mais est-ce que c'est aussi bien que le produit original qui est d'une qualité impressionnante? Réponse après la pause avec Raphaël. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Troisième et dernière partie d'On n'est pas des pigeons. Merci d'être là. Et si vous aimez la technologie, vous allez être servi, Raphaël. Oui, c'est vrai. On est de plus en plus nombreux. En tout cas, on croise, si vous partez en balade dans les bois, dans les Ardennes, un petit peu partout, des gens qui, sur leur VTT, sur leur casque, sur le guidon et parfois même attachés comme ça sur le torse, se baladent avec ce type de caméra. Ce sont des petites caméras qu'on appelle, en termes génériques, des petites caméras pour filmer de l'action. Le leader du marché actuel, c'est le système GoPro. Mais il faut dire que comme ils sont les leaders, ils étaient les pionniers là-dedans pour la caméra d'action au grand public, ce ne sont pas, évidemment,
évidemment les moins chers de la gamme. Maintenant, il y a différentes marques qui les fabriquent. Et si vous ne voulez pas investir de l'argent, parce que ça coûte quand même entre 250 et un peu plus de 400 € en fonction des accessoires que vous allez acheter, si vous ne voulez pas investir là-dedans, eh bien, sachez qu'il est tout à fait possible maintenant de transformer son téléphone smartphone, que ce soit un iPhone ou bien un Samsung Galaxy S3 ou S4. C'est quoi ce petit bibi? C'est la machine, d'accord. En caméra, caméra d'action grâce à ceci. Alors c'est un système qui s'appelle le Phone Case. On le doit à une société française qui s'appelle Camsport. Et donc c'est un boîtier étanche, solide. Ça résiste au choc qui tombe d'1 mètre à peu près. Voilà, oui, donc au choc, mais pas un petit peu plus haut, ça pose problème. Donc la caméra, on va le voir, vous branchez votre téléphone portable en mode caméra, vous le mettez dans le boîtier et alors on va voir ce que ça donne en termes de résultats à l'antenne. Hop là, ça donne ceci. Alors la particularité, vous allez me dire comme ça, bon ben oui et alors, la particularité c'est que c'est livré avec cette petite lentille qui va donner cet angle à 180 degrés. Pourquoi donner un angle à 180 degrés? Tout simplement pour atténuer un petit peu les mouvements saccadés. Quand vous faites du sport ou quand vous avez des mouvements, voilà, donc ça fait ça, c'est pas très agréable, donc le rendu ne serait pas très bon. Et en plus, en termes de cadrage, c'est beaucoup plus compliqué. Maintenant, vous mettez la même, l'angle est beaucoup plus grand, vous avez un recul plus important, et puis ça bouge, mais ça bouge nettement moins. Ce qui est le même principe avec ces petites caméras que Michael est en train de casser. Alors moi, j'ai testé les deux systèmes en parallèle ce week-end en allant faire un petit tour dans les Fines sur les Caillebotis. Je vous propose de regarder pour avoir une comparaison directe, même angle, même éclairage. Et donc, voilà. Donc d'un côté, sur la droite, vous avez l'iPhone. Bon, la qualité d'image dépend évidemment du modèle. Le mien, ce n'est qu'un iPhone 4. J'ai 2 gammes de retard. Et à droite, vous avez le système de la petite caméra GoPro. Et donc là, ce sont vraiment 2 images qui sont tournées en parallèle au même endroit, au même moment. Et donc, on peut voir que, au niveau du film, mis à part une légère différence de couleur, en termes d'angle et en termes de stabilité, on est plus ou moins à une certaine petite équivalence. Oui, enfin, on voit quand même j'ai envie de dire une différence, mais en même temps, c'est un bon plan pour ceux qui n'ont pas envie de mettre 400 €. C'est une alternative si vous ne voulez pas mettre 400 €, voilà, parce que c'est vrai que c'est un certain investissement. Alors, on peut faire un petit comparatif, je ne sais pas si on peut voir les images entre justement la GoPro et ce système. Le système ici, le petit système Camsport, ça coûte 99 €. Ça résiste, c'est étanche pour 1 mètre de profondeur. C'est pas énorme, mais si vous faites du kayak, si vous faites du canyoning ou si vous allez filmer si vous le laissez tomber dans les toilettes ou si vous filmez les gosses à la mer, c'est tout à fait bon. La résolution maintenant, elle n'est pas fixe, elle dépend du type de téléphone que vous allez mettre à l'intérieur. Les boîtiers existent pour le 4, le 4S, l'iPhone 5, le Samsung Galaxy S3 ou S4. Donc ça, vous devez acheter un boîtier par téléphone. Maintenant, si on fait le comparatif avec le système GoPro, les prix pratiqués actuellement sur le net vont de 230 à 450 €. L'étanchéité, c'est 60 mètres, c'est filmé en Full HD et la résolution, elle est comprise entre 5 et 11 mégapixels. Donc c'est un système, c'est vrai, plus compliqué, mais ça a un prix. Et puis la GoPro, pour ceux qui l'utilisent, on l'achète, on s'en sert une fois ou deux, et puis c'est comme beaucoup de gadgets, on met ça au placard. Donc est-ce que ça vaut la peine d'investir beaucoup d'argent? Je ne sais pas. On a encore quelques petites images, je vous en prie. Des petites images qui ont été prises sur des jet skis, sur des parapentes, on peut les voir. Donc ça a été filmé avec des téléphones portables et ce système ici que l'on peut fixer sur le torse. Et d'ailleurs, la société préconise, on peut fixer ça aussi sur le guidon, sur le casque du vélo, mais la société qui le commercialise préconise de l'attacher sur le torse. Pourquoi sur le torse? Tout simplement parce que c'est là qu'on aura le meilleur angle de vue et aussi parce que c'est la partie du corps qui est la plus stable. Là, vous avez le mode pris en jet ski, vous avez le mode contre-plongée pris sur le guidon. Et donc, je disais ici sur le torse, c'est ce qu'on privilégie tout simplement parce que c'est la partie la plus stable du corps quand vous faites du sport, quand vous bougez. Et c'est là que vous aurez la meilleure prise d'angle. Là, vous êtes carrément en train de filmer. Déçu de pas avoir vu Mickaël. Mais moi, j'ai quand même un petit doute sur le système. Moi, j'utilise habituellement une GoPro avec un système d'attache qui est vraiment
adapté à plein d'angles de vue possibles et imaginables. Et je vous avoue qu'on a toujours très peur, quand on est à des vitesses élevées, de perdre à un moment cette caméra, même si elle est bien attachée. Le boîtier est assez résistant et pourtant, il faut quelques temps avant de pouvoir enfin se lâcher. Là, j'ai l'impression en fait qu'il y a un côté, au niveau de la surface, très grand, peut-être un peu moins solide, un peu moins résistant, un peu moins étanche. Et ça fait peur quand on sait qu'on a quand même une machine à l'intérieur qui vaut aussi 400 ou 500 ou 600 euros. De toute façon, donc c'est le petit bémol. En termes d'étanchéité, c'est garanti 1 mètre de profondeur. Et en termes de chute, la notice dit bien que c'est 1 mètre sur n'importe quelle surface. Mais c'est donc une alternative. C'est pas un équivalent. Je dis en termes de qualité d'image. Ça dépend du téléphone qu'on met dedans. Maintenant, je trouve que pour quelqu'un qui s'en sert une fois de temps en temps, pour aller en balade, pour aller faire quelques petits trucs, c'est toujours sympa. Et comme vous le disiez, par rapport à la résistance et à l'accroche, évidemment, c'est pour ça qu'il privilégie de le mettre ici, parce que là, il y a moins de risque de le perdre, en gros. Mais il ne faut pas un diplôme d'ingénieur technicien. Non. C'est l'utilisation, le maniement est assez simple. Oui, et puis sur une tribune, en général, voilà, ça tient. Ah, il est méchant. Allez, si vous avez je vais le faire là. Si vous avez des réactions, des commentaires, des bons plans, n'hésitez pas à les poster via la page Facebook de l'émission ou via le site rtbf.be/pigeon. Demain, on vous parlera de la ménopause qui peut donner des vapeurs aussi au portefeuille, crème minceur pour le ventre, pilule miracle contre les bouffées de chaleur, compléments alimentaires. On trouve ces produits partout. Ils sont chers, souvent inutiles et certains peuvent même avoir des répercussions sur la santé. On fera donc un peu le tri là-dedans. On évoquera aussi ces publicités qu'on trouve sur Internet et qui vous promettent l'échantillon gratuit d'un produit. Et au final, vous acceptez un abonnement à un prix astronomique. Impossible de faire marche arrière et c'est très énervant. Et puis, vous en faites peut-être partie, mais aujourd'hui, les consommateurs mécontents se regroupent parfois via des pages Facebook ou des blogs, histoire de montrer à différentes entreprises qu'ils ne sont pas contents. Mais est-ce qu'on peut tout dire sur ce genre de choses? Comment réagissent les entreprises face à ces nouveaux groupes de pression? Réponse demain. En attendant, belle soirée à vous, amusez-vous bien, regardez pas trop leur image parce qu'ils vont... Oula, c'est pour vomir ça. Belle soirée à vous, donc je disais, à demain, même heure, même chaîne.